Bonjour. Cet exposé fait suite à la conférence Comment manager mon chef et aborde la question sous un autre angle. L'idée étant cette fois de mieux connaître l'ADN de votre chef pour mieux comprendre son fonctionnement. Ce schéma vous montre l'évolution depuis l'Homo erectus jusqu'à l'Homo numericus actuel. Il est un peu trompeur car en réalité, il s'est écoulé 2,5 millions d'années avant que votre chef s'équipe d'un attaché-case et à peine un demi-siècle pour que lui et son portable ne fassent plus qu'un. Forcément, cette très longue maturation du métier de chef a laissé des traces que nous allons identifier. Lorsque l'homme a commencé à se différencier de son cousin, il a gardé le système de management le meilleur pour la sécurité de la horde. Celui qui commande, c'est le plus fort. L'homme vivait encore dans la jungle, et c'est donc la loi de la jungle qui s'appliquait. Personne n'y trouvait rien à redire, sauf les jeunes mâles évidemment. Il existe une exception chez nos cousins, celle des bonobos. Protégés des gorilles par la naissance du fleuve Congo, et en l'absence de prédateurs, les bonobos ont spontanément développé un système très libre, entièrement géré par un collectif de femelles. De là à penser que nos entreprises se risquent aujourd'hui à laisser quelques pouvoirs à une femme uniquement quand la société n'est menacée par aucun danger, il y a un pas que je vous laisse libre de franchir. Il me semble observer que de nos jours, la société fait plutôt appel à des hommes pour sauver une entreprise en danger, et qu'une entreprise est rarement dirigée par un collectif de femmes. Et bien sûr, il faut être fort pour résister aux ambitions des pays émergents qui veulent leur part de gâteau. Vous allez voir que tous les chefs présentés dans cet exposé sont des hommes, et vous pourriez m'accuser de sexisme si vous n'aviez pas suivi ma conférence « Le management a-t-il un sexe ?» J'y explique que les qualités requises pour manager correctement sont très largement des qualités réputées féminines, et j'appelle de mes vœux une vraie féminisation du management. On peut regretter que les premières femmes accédant au pouvoir dès le Moyen Âge se soient souvent crues obligées d'afficher des qualités viriles. Ma pièce de théâtre, créée pour la Journée de la femme 2008, dénonce par l'humour la place que les hommes laissent aux femmes dans l'entreprise. Ceci étant bien précisé, nous appartenons, c'est un fait, à une espèce où les mâles dirigent depuis 2,5 millions d'années, et quand on parle des gènes du pouvoir, il s'agit bien de gènes masculins, même pour les femmes dirigeantes. Il existe dans la nature une grande quantité d'espèces programmées autrement, les extrêmes étant les abeilles où les mâles ne servent qu'une fois, et la menthe religieuse qui pousse l'idée à son extrémité. Bien, passons aux avantages et aux inconvénients d'avoir un chef costaud. Un chef costaud va vous protéger contre les attaques des autres services et celles des partenaires, vos clients, fournisseurs et banquiers, voire même contre vos actionnaires ou les gens du siège si nécessaire. Par contre, il n'aura aucune estime pour les fragiles et aucune tolérance s'il vous arrive d'avoir un passager à vide. Avec un tel chef, n'avouez jamais non plus vos talons d'Achille. Pas de fillettes dans mon équipe. Le costaud n'a pas d'état d'âme, et ce faisant, peu d'empathie. Tant qu'il protège, pourquoi pas? Comment obtenir les faveurs d'un chef costaud? Si vous souhaitez partir certains soirs avant l'heure, ne dites pas à un chef costaud que vous êtes inscrit à un cours de poésie, qui malheureusement commence à 17 heures. Il vous expliquera que c'est impossible pour la bonne marche du service. Dites-lui plutôt que vous mourrez d'envie de vous initier au karaté, et vous aurez toutes les dispenses souhaitées. Essayez, ça marche. Les costauds sont de grands naïfs. Quand les ressources naturelles sont devenues moins nombreuses à se partager, les meilleurs chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, costauds ou non, ont commencé à faire la loi dans la tribu. Le savoir-faire professionnel reste de nos jours ce qui légitime souvent l'autorité. Le transmettre est le propre des bons chefs compétents. Dans certains marchés de niche, on a même vu des patrons organiser leur propre concurrence en favorisant l'essaimage. La grande classe. A contrario, si votre chef tient à rester le plus compétent pour rester chef, restez le temps d'apprendre le peu qu'il voudra bien vous transmettre, mais pas au-delà. Être sous les ordres d'un grand professionnel n'est pas forcément rigolo, mais c'est en principe très formateur. Les grands experts forment des disciples, et avoir travaillé dans l'équipe de un tel peut même se révéler un super atout pour votre évolution de carrière. Si votre chef n'a que son expertise dans la vie, il viendra quand même un moment où vous devrez le quitter. Si vous souhaitez toujours partir certains soirs avant l'heure, ne dites pas à un chef compétent que vous êtes inscrit à un cours de karaté. Il vous expliquera que c'est impossible pour la bonne marche du service.
Dites-lui plutôt que vous mourrez d'envie de vous inscrire à un cours du soir qui malheureusement commence à 17 heures, et vous aurez toutes les dispenses souhaitées. Essayez, ça marche. Les compétents sont de grands naïfs. Quand l'homme s'est aventuré dans la savane, époque où il est devenu carnassier, il s'est retrouvé en paysage découvert, et courir vite n'est pas devenu facultatif. Comme écrit sur cette diapo, on peut même penser que le chef était forcément un rapide, puisque tous les autres, plus lents que les lionnes, s'étaient fait dévorer. De là aussi peut-être la mode du jeunisme qui remplace le plus compétent, devenu trop lent avec l'âge. J'ai eu l'opportunité d'écrire au début de ce siècle une pièce de théâtre baptisée Quinquaphonie, qui montre ce que perd une entreprise en virant prématurément ses quinquas. Mais ça n'a rien changé. Le quinquat de 2020 n'a rien à voir avec celui de 1950, mais l'entreprise ne s'en est pas encore rendue compte. Seuls peuvent bosser jusqu'à leur mort, politiques, artistes et religieux. Ne cherchez pas pourquoi les autres n'y ont pas droit, c'est purement culturel. Un chef rapide ne sera pas pointilleux, mais les perfectionnistes sous ses ordres vont peiner. Avantage, les décisions vont être vite prises et les réunions vite fait bien fait. Ça va sprinter et même swinguer, mais par contre, les projets marathons ne dépasseront pas le 400 mètres haies. Si vous et vos collègues êtes plutôt du genre diesel et que votre chef est une GTI Grand Sport, ça va vite devenir compliqué pour tout le monde. Si vous souhaitez partir certains soirs avant l'heure, ne dites pas à un chef rapide que vous êtes inscrit à un cours du soir. Il vous expliquera que c'est impossible pour la bonne marche du service. Dites-lui plutôt que vous mourrez d'envie de vous initier au karting et vous aurez toutes les dispenses souhaitées. Essayez, ça marche. Les rapides sont de grands naïfs. Dans les périodes où la vie était assez facile, les hommes ont spontanément suivi les plus sympathiques. Le chef, c'est celui qui organise la danse autour du feu. Aujourd'hui, quand un pays émergent devient un pays riche, le salarié rejette le chef triste. Ce n'est pas un hasard si je prône aujourd'hui en France le fun management et le management bio. À quoi ça sert d'être depuis 50 ans un des pays les plus riches du monde si c'est pour travailler comme sous Zola? Un chef sympa, c'est sûrement un avantage pour le salarié. Bisounours ou géo de Club Med, c'est beaucoup plus discutable. Avoir un chef démagogue à force d'être sympa avec tout le monde peut être agréable à très court terme, mais ne vous attardez pas trop dans un tel contexte. Le chef qui veut qu'on l'aime et qui en fait sa priorité, bof, c'est le fameux management participateux qui n'a rien à voir avec le patif. Bon, vous connaissez le principe, si vous souhaitez partir certains soirs avant l'heure, ne dites pas à un chef sympa que vous êtes inscrit à un cours de karting. Il vous expliquera que c'est impossible pour la bonne marche du service. Dites-lui plutôt que vous mourrez d'envie de vous inscrire au Resto du Cœur, qui malencontreusement ferme à 17 heures, et vous aurez toutes les dispenses souhaitées. Essayez, ça marche. Les sympas sont de grands naïfs. L'homme, dans son évolution, a été confronté à des guerres ou catastrophes naturelles, ce qui a conduit au pouvoir les hommes les plus courageux. Servir sous les ordres d'un preux chevalier qui n'hésite pas à prendre des risques donnera du sens à votre emploi. On dit que ce qui manque le plus aux managers d'aujourd'hui, c'est d'oser. Le principe de précaution est une invention récente qui fait des ravages dans nos organisations. Je connais des comités de direction où tout le monde surveille tout le monde. Décider, c'est prendre un risque, mais ne rien décider, c'est parfois en prendre un plus grand. Tout compte fait, si vous avez un chef qui ose, gardez-le. C'est quand il s'est collectivement attaqué au mammouth que l'homme s'est rangé sous les ordres de celui qui se glisse sous le ventre de l'animal pour y pointer la lance. Il n'y avait pas trop de volontaires, et les rabatteurs trouvaient normal d'obéir aux piqueurs. La légitimité par le courage, c'est Napoléon Bondarcole, et ça marche toujours. Bon, c'est un courageux qui a tué le dernier mammouth. Le courageux aurait-il dans ses gènes un manque de jugeote? Si vous êtes l'adjoint d'un courageux, vous pouvez vous rendre utile en calmant un peu ses ardeurs. Si vous souhaitez partir certains soirs avant l'heure, ne dites pas à un chef courageux que vous militez au Resto du Cœur. Il vous expliquera que faire une exception est impossible pour la bonne marche du service. Dites-lui plutôt que pour votre anniversaire, vous avez gagné un saut à l'élastique qui malencontreusement est prévu à 17 heures et vous aurez toutes les dispenses souhaitées. Essayez, ça marche. Les courageux sont de grands naïfs. Le chef malin. Nous aurions, paraît-il, encore des leçons à prendre auprès du renard. À quelle époque l'homme a-t-il inventé la ruse comme moyen de survie? On prête cette qualité aux Amérindiens. Il est vrai qu'approcher d'un troupeau de bisons sans se faire repérer en espace découvert
a dû nécessiter aux premiers arrivants en Amérique un long apprentissage. Avant de traverser le détroit de Bering, ils chassaient le lapin, autre technique. La ruse, à mon avis, est antérieure, car il existe en France de nombreux chefs rusés dont les ancêtres n'ont jamais quitté l'Europe. Machiavel, Metternich ont la réputation de maîtriser assez bien la ruse. Le rusé ne va pas se faire avoir par les chefs des autres services qu'il saura manipuler, même s'il s'agit des plus costauds. C'est donc a priori un avantage pour les salariés sous ses ordres. Par contre, le rusé n'a pas vraiment le sens du collectif et il roule d'abord pour lui. Sa carrière passera avant la vôtre, mais vous pouvez lui demander des conseils pour la vôtre. La ruse, c'est un peu comme les coins à champignons, mais si votre projet n'est pas concurrent du sien, il vous passera volontiers ses trucs et ses astuces. Des chefs qui forment à la ruse, ça existe. Si vous souhaitez partir certains soirs avant l'heure, le saut à l'élastique ne va pas impressionner un malin. À vrai dire, avec un rusé, il n'y a pas grand-chose qui marche. Les malins sont tout, sauf naïfs. La notion de travail est relativement récente dans l'humanité, comme le prouve l'origine latine du mot, trépalium, instrument de torture. Nos ancêtres, que l'on appelle les fourrageurs, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, ne considéraient pas comme une torture le fait de faire leurs courses au super bananier du coin dans le seul but de manger. C'est quand l'homme s'est sédentarisé vers 9 à 8 000 ans avant Jésus-Christ qu'il s'est imposé les contraintes de l'agriculture et de l'élevage. Un progrès ou un piège. 3000 ans plus tard, ça conduit au piège actuel qui consiste à penser que le bonheur est lié au pouvoir d'achat et au taux de croissance. Avantage du chef bosseur, le boulot va se faire. Inconvénient, il ne va pas aimer vous voir partir le soir. Il va aimer quand c'est dur. S'il est de gauche, c'est Stakhanov, mais s'il est catho, plus c'est dur, plus c'est catho. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Vous pouvez rester sous les ordres d'un tel chef en suivant les conseils du précédent, le rusé. Vous faites semblant de travailler, car ce genre de chef ne sait pas mesurer votre volume de travail, mais il voit si vous faites de gros efforts. Assez facile à leurrer. Un soir où vous n'avez vraiment rien d'autre à faire, vous restez jusqu'à minuit, puis vous allumez un léger feu de poubelle, et dans votre frayeur, vous appelez les pompiers. Le lendemain, quand votre chef vous demandera « Mais qu'est-ce que vous faisiez à minuit au bureau ?» Vous n'aurez qu'à répondre d'un air détaché « Rien de spécial, ça m'arrive quand je suis en retard dans mon travail. » Avec le besogneux, retour au naïf. Pour être bien vu, il n'est pas du tout nécessaire de courir. Il vous suffit juste d'avoir l'air épuisé quand vous le croisez dans le couloir. Et ça, franchement, ne me dites pas que c'est compliqué. Avec le développement plus récent de la technique, le travail n'a cessé de se compliquer. Celui qui connaît l'art et la manière de procéder a donc naturellement commencé à passer du rôle de conseil à celui de chef. Avec le chef méthodique, pas de surprise. Attention, le chef d'un service méthode n'est pas forcément méthodique. Concevoir une méthode, ce n'est pas la mettre en œuvre. Rigueur intellectuelle et rigueur naturelle ne sont pas toujours liées. Avec le méthodique, faites comme avec le compétent. Restez tant que vous apprenez ces méthodes. Si votre chef est un ancien patron du service contrôle ou un qualiticien certifié conforme, obtenir ses faveurs va être un peu contraignant. J'ai bien peur que vous soyez obligé de suivre ces méthodes et procédures. Contrarier un maniaque, c'est déjà déconseillé avec un collègue, mais alors avec un chef. Un malade bien soigné peut quand même mourir guéri. Une entreprise bien certifiée aussi. Dans une société qui bouge, innover avant les autres, c'est mieux que s'adapter après. Avoir un chef innovant et créatif représente donc un peu comme une garantie d'emploi. Évidemment, s'il est effervescent, avec une idée tous les matins en prenant sa douche, il va falloir vous accrocher. Lancer des projets va l'intéresser davantage que les fignoler. Vous pouvez lui être d'une grande utilité en jouant les finisseurs. Si votre chef a une idée tous les matins, le plus simple, c'est de le rassurer sur le fait que sa nouvelle idée est encore plus géniale que celle de la veille. Essayez, ça marche. Ce sera vos collègues qui seront désignés pour descendre les poubelles. Les chefs créatifs sont de grands naïfs, mais ça, vous l'aviez compris. Plus l'homme avance en humanité, plus il aspire à se distinguer de la bête, et plus il est en quête de sens, y compris dans son emploi. La tendance actuelle est de ne pas compter que sur la vie professionnelle pour donner un sens à sa vie tout court, mais exercer un emploi qui a du sens est assez fondamental. Le management a ses fondamentaux,
avec deux difficultés propres au début du troisième millénaire. Comment faire travailler ensemble trois générations qui n'ont pas la même vision du travail? Le management les met en concurrence et très rarement en synergie. Et deuxièmement, comment donner un sens au travail de mon personnel dans une société qui ne construit plus de cathédrales? Le chef qui donne du sens est donc très recherché. C'est ce qu'on appelle un leader charismatique, défini entre autres comme quelqu'un que l'on a envie de suivre. Si votre chef vous entraîne dans un projet, vous n'aurez pas l'impression de travailler, car toutes vos tâches s'inscriront dans une perspective. Vous voyez bien évidemment le danger, tomber dans une secte animée par un gourou. Il existe des entreprises à but économique dont le fonctionnement est proche de celui des sectes et le PDG fondateur assez proche du gourou. Tout dépend des valeurs portées par le projet. Si c'est compatible avec les vôtres, portez-vous volontaire pour toutes les missions. Les charismatiques aiment les disciples, sachant qu'avec les bons charismatiques, un disciple a le droit d'être parfois indiscipliné. Par contre, si ça commence à tourner à la secte, faites-vous mal voir pour être éjecté. Si vous êtes bien vu par un gourou, il va falloir envoyer un commando pour vous exfiltrer. Autant vous faire virer avec les indemnités légales. Si vous aviez en 2020 moins de 50 ans, il faut vous préparer à travailler un jour sous les ordres d'un humanoïde. Je pense que l'on va retrouver des variantes assez importantes sur le marché. Pour savoir lequel acheter pour manager votre équipe de copains et copines, regardez dans quel pays il a été programmé. Mon ami Glodus Bouchon vous indique sa vision du management dans les différents pays du monde, avec le lien qui est sur la diapo. Le gros intérêt de l'humanoïde par rapport à l'homme, c'est qu'il va pouvoir se reprogrammer la nuit en fonction des erreurs de la journée, ce que ne fait que très exceptionnellement l'Homo sapiens. Pour vous faire bien voir, ce sera facile, puisque la plupart sera programmé bienveillant. Si ça vous intéresse, et surtout si ça vous distrait, voici la liste des exposés concernant l'emploi. En page suivante, le management, la médiation et des trucs divers tout public. Voir aussi les sites www.jacques-pommier.fr et pour les pièces de théâtre www.apigone.fr. Tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est plus cool. Oncle Jacques.